Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Cette vidéo est sponsorisée. D'abord, elle est sponsorisée tout court, ce qui est une avancée, ma foi, fort importante pour ma chaîne, qui entre dès lors de plein pied dans le monde fabuleux du propos rémunérateur, comme TF1, France Soir ou Lama Fâché. Bon, maintenant, la suivante ne le sera sans doute déjà plus sponsorisée. Mais voilà. Car non contente d'être sponsorisée tout court, elle l'est aussi par un acteur essentiel de la littérature avec lequel on va en même temps parler du jeu Troc-Up, les éditions PVH. Comment une maison d'édition aussi belle et originale peut-elle avoir un nom aussi nul? PVH. PVH. Mais c'est vraiment complètement n'importe quoi. À part le H, franchement, il n'y a pas une lettre pour rattraper l'autre dans cette abréviation. Mais la colère passée, on se dit que ça veut dire quelque chose et qu'on va enfin aimer son nom. Eh bien même pas. PVH signifie plaisir et valeur d'histoire. On ne sait même pas à quel mot il faut mettre un S. Eh bien nulle part. Il n'y a a priori qu'un plaisir, qu'une valeur et qu'une histoire. Si c'est pas malheureux. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de mal. Pour le reste, accrochez-vous, vous allez voir que cette maison d'édition suisse est totalement impeccable. Tout d'abord, ce sont des passionnés qui s'en occupent, ce qui me fait déjà les aimer. Passionnés par la SF, par le fantasy, la fantasy, par le papier, bien que PVH propose aussi des livres dématérialisés, par la littérature tout court. Tout est soigné dans cette petite maison qui deviendra, je parie, le salaire de mon patron, bien grande bientôt. Alors je ne vais pas vous mentir, quand j'ai reçu les 10 premiers livres de la collection Ludomir, je les ai ouverts du bout des doigts. Pas que ça à foutre, j'ai des livres sérieux à lire moi, comme des bouquins avec des mots compliqués et tout ça. Je suis un YouTuber responsable, j'ai le respect du chaland. J'ai même lu un Guillaume Musso une fois. Non, je rigole. Mais 2 heures plus tard, je n'en étais plus du tout à tourner les pages avec préciosité. J'en étais à dévorer l'un des titres de la collection. Et je vous jure que c'est vrai, le roman en 4 tomes, par exemple, intitulé One Minute, c'est complètement fou. Sincèrement, c'est supérieur à 99% des choses que j'ai lues jusqu'ici. Thierry Crouzet, l'auteur de One Minute, eh bien j'aimerais qu'on soit amis, lui et moi. Ce qu'il écrit est génial, dès la première ligne. Et le pitch, les amis, mais quelle délectation! Le roman commence par une grande nouvelle, mais qui nous est apprise à travers une famille monoparentale de merde, où les gosses bouffent de l'internet toute la journée et où le père n'est plus personne. La nouvelle, c'est qu'un message extraterrestre est parvenu sur Terre. Lisez ce truc, franchement, c'est fin, c'est drôle, c'est mordant et c'est très original. Je pense sincèrement que je vais un de ces jours faire une page 99 sur la série et je suis certain que les autres titres de la collection Ludomir sont à l'avenant. Ah, et juste avant de parler du Troc-Up, vous dire encore que PVH est disponible en librairie en Suisse, bien évidemment, mais garnira dès octobre les rayons des bonnes librairies belges et françaises. Vous savez quoi? Allez voir leur site et allez précommander les bouquins chez votre bon libraire dès aujourd'hui. C'est comme ça qu'on soutient des gens bien. Et si vous préférez commander directement sur le site, eh bien vous indiquez le code promo GONTRANH en un seul mot et c'est 5% qui vous seront ristournés. Et c'est valable sur tout le site. Bon, en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Comme j'avais fait ce tournage avant que Lionel, mon contact éminemment sympathique au sein de PVH, mais ils le sont tous, ne fasse la section de son site qui vous permettra d'obtenir les 10 bouquins pour des prix qui font rire, je me suis un peu précipité. À vrai dire, faites vos achats sur PVH et au moment de valider votre panier, entrez le code promo GONTRANH pour obtenir 5% de réduction, puis le code promo TROC-UP pour carrément obtenir la gratuité des frais de port. Bien entendu, ça ne marche pas sur tous les produits, notamment les livres dématérialisés où les frais de port ne s'appliquent pas. Non, n'insistez pas. Mais avouez tout de même que c'est intéressant, ne résistez plus, allez sur leur site. Sérieusement, foncez, PVH, c'est une maison d'édition pas comme les autres, qui préfère être lue que riche, qui soigne chaque détail de ses splendides livres. Allez, Troc-Up maintenant. PVH a donc gagné la cymbale qui était en jeu jusque-là. Contre quoi? Vous allez adorer. PVH Édition met en jeu, tenez-vous bien, les 10 premiers tomes de la collection Ludomir, reliés à la main et dédicacés par les auteurs. C'est bien simple, ça n'a pas de prix. Vous désirez obtenir ce pack? Envoyez-moi un mail à cette adresse qui est rappelée en description avec comme objet Troc-Up
tout en majuscule. Dedans, proposez-moi quelque chose d'encore plus prestigieux et je vous enverrai la série des 10 livres fabuleux. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez mes vidéos précédentes ou lisez le règlement du jeu en description. Je vous y explique tout. Allez, générique. Après ça, on parlera de... J'avais pas fini. Je disais donc, certes, générique, mais aussi... Dites les gars, vous le faites exprès ou quoi? Ce n'est pas parce que c'est moi qui fais tout ici que vous devez faire comme si j'avais des assistants qui savent pas y faire, hein. Je disais donc, générique, mais avant ça... Oh, et puis merde. La vidéo que je viens de commencer est sans doute la plus inutile de toutes. C'est le type même de vidéo qui va être applaudi, même doucement par les convaincus, et qui va recevoir les crachats de ceux qui, bien que souvent gentiment, sont visés dans le livre que j'ai lu pour vous, et qui s'intitule « Anti-fake news » et se sous-intitule « Le livre indispensable pour démêler le vrai du faux ». Pire encore, une poignée d'entre les cracheurs vont se persuader tout seuls comme on se masturbe que mes propos sont téléguidés par le grand gouvernement occulte mondial qui veut nous faire vacciner, nous pousser à voter à droite, nous imposer la 5G jusque dans nos jardins pour prendre le contrôle de nos pensées et même de nos géraniums, et nous obliger à bouffer du TF1 alors qu'il y a Arte, cette chaîne magnifique que tout le monde dit regarder et qui fait à tout casser 3% des parts de marché en France et 1,7% en Belgique. Ce qui prouve bien que les chiffres sont truqués par le même gouvernement occulte qui a son siège sur la fameuse île secrète du Pacifique où coulent des jours heureux Prince, David Bowie, Elvis Presley, Michael Jackson et dans une moindre mesure Adolf Hitler. Sous le regard bienveillant d'êtres venus d'ailleurs, David Vincent les a vus. Cette vidéo est inutile parce que ceux qui réfléchissent encore avec autre chose que leur haine ou leurs angoisses, avec autre chose que leur besoin de faire croire à tous qu'ils ont tout compris de ce qui se trame dans le monde, vont trouver que ce livre est un résumé honorable de la bonne façon d'appréhender l'information qu'on bouffe à l'entonnoir tous les jours, façon gavage des oies. Et ils auront raison, c'est un excellent ouvrage. Les autres, et en tout cas ceux qui sont à fond dans le complotisme, le platisme, la radiesthésie, qui sont de fiefé woke, QAnon, anthroposophes, crudivores, scientologues, barreurs de feu, marabouts, bouts de ficelle, tordeurs de cuillère, féministes radicaux, cals, astrologues, pseudo-médecins, adeptes des crève-cœurs, Aberkan, Raoult ou Messan, sniffeurs de chemtrails. Tous ces gens et bien d'autres ne vont absolument pas changer d'avis et vont plutôt penser que je suis moi-même un sale con vendu à la cause de Big Pharma et de leurs ennemis en général et que je ferais mieux d'aller caresser les arbres en faisant une prière à Gaïa plutôt que m'obstiner à demeurer un homme blanc, cisgenre, hétéro-machin de plus de 40 ans qui se laisse pousser le ventre tellement il est dégueulasse. Bon, c'est résumé, hein, je dis pas, il y en a des biens. Et puis j'exagère, ce livre intitulé Anti-Fake News de Thomas Huchon et Jean-Bernard Schmitt n'est pas un brûlot contre ceux qui sont tellement dans leurs croyances qu'ils n'entendent plus rien de ce qui ne va pas dans leur sens. Ça s'adresse à eux, mais ce n'est pas un brûlot contre eux. Je pense que les auteurs ont conscience que la plupart des gens sont sincères et qu'ils sont manipulés pour diverses raisons. Ils sont tellement manipulés que s'il y en a qui m'écoutent maintenant, ils doivent être en train de se dire que c'est moi qui tente de les manipuler au contraire, que je fais partie de la machine à piétiner leur liberté d'expression et leurs croyances légitimes, et que si je dis tout ça sans avoir l'air d'y toucher, c'est parce que mon meilleur ami est un suppôt de Satan qui aimerait bien qu'ils prennent soin de la méthode avec laquelle ils se mettent des choses dans le crâne. C'est pour les amener à être des moutons, prêts à tout accepter, pourvu qu'on leur cache la vérité vraie, celle qu'ils connaissent actuellement mieux que nous, parce qu'ils ont un jour ouvert les yeux. Ils savent mieux que quiconque démêler le faux du vrai. Point besoin d'un livre pour ça. Il suffit de plussoyer à des discours bien faits, prononcés par des personnes dont la légitimité est proportionnelle au nombre de gens qui les critiquent, puisqu'il paraît que tous les grands hommes ont d'abord été décriés avant d'être unanimement reconnus. La plupart des gens sont en effet capables d'aller jusqu'à leur propre décès pour ne pas changer d'un iota leur opinion.
Ainsi, de pleines brouettes de défenseurs de l'hydroxychloroquine sont finalement morts d'une main en prêtant allégeance au professeur Raoul de l'autre. Des camions-bennes entiers de cas de rougeole se sont déversés sur l'Europe alors que la maladie était quasiment éradiquée. Les États-Unis ont failli être victimes d'un coup d'État fomenté par une bande d'abrutis abreuvés de fake news, de Fox News, d'X-Files et d'approximations et qui traînaient dans leur sillage des gens sans doute sincères et qui doivent désormais s'en mordre les doigts. Ou pas. En effet, il semblerait que 12 millions d'Américains croient encore aujourd'hui que Donald Trump a gagné les dernières élections aux USA et qu'il y a un grand complot dans lequel tout rentre sans vaseline, de la guerre en Ukraine au Covid-19, en passant par la canicule, le mondial au Qatar, le grand remplacement, la pédophilie d'État et la 5G. Bref, ce livre est une invitation à mieux réfléchir, mais j'ai l'impression qu'il ne sera lu que par des déjà convaincus. Imaginez seulement ce qu'il faudrait que les peu ou prou complotistes remettent en cause dans leur vie, ne fût-ce que pour accepter s'être trompés. Car notre époque, si elle exige que tout le monde s'excuse du passé, est incapable de le faire elle-même pour les conneries présentes. Et puis, c'est sans compter l'effet Dunning-Kruger, qui donne à mon beau-frère l'impression qu'il en sait plus que tous les prix Nobel réunis, et qui lui donne le droit d'émettre un avis qu'il veut éclairer sur tout, de la composition de l'équipe de foot idéale jusqu'à celle d'un médicament trop ignoré de la communauté scientifique. Le préalable, c'est l'acceptation de l'idée que l'on n'a pas obligatoirement raison, que l'on ne sait pas tout, que les choses sont plus nuancées qu'elles n'y paraissent. Cette phrase n'est pas de moi, elle est dans le bouquin. Et puis, les fake news sont absolument partout et sont de toutes les tailles. Donc, pas seulement pour les grands sujets de société. Tous les jours, c'est Geoffrey, un collègue de bureau, qui nous affirme à grands coups de preuves sur François ou d'études Facebook en double aveugle que l'hiver prochain va être effroyable avec des moins 30 degrés pendant 3 mois et que donc le réchauffement climatique mon cul. Tous les jours, c'est votre amie Clémentine qui colporte sa vérité incontournable sur la nécessité de l'écriture inclusive, car, dit-elle, la grammaire est une invention masculine de la Renaissance destinée uniquement à maintenir la femme au rang d'objet. Elle le sait, elle a vu une vidéo de Tiffen Day. Tous les jours, c'est du putaclic dans le fil d'actualité de votre smartphone, suggérant que tout le peloton du Tour de France est dopé, que Britney Spears est morte, je veux dire physiquement parce que musicalement d'accord, que les guêpes vont bientôt mesurer 10 cm de long, qu'Emmanuel Macron est le fils de sa femme et que moi-même je ne me sens pas très bien. Nous sommes bombardés de petites nouvelles, au pire fausses et au mieux insipides, qui finissent par cacher la forêt de la vraie information. Ces fake news achèvent de forger notre opinion, si on y prend garde, que le monde va mal parce qu'il est aux mains de Bill Gates et son orchestre. Toutes ces pseudo-nouvelles qui polluent proprement notre quotidien ne servent pourtant qu'à deux choses, faire du fric la plupart du temps, et aussi influencer votre jugement qui, à terme, vous fera choisir pour vous représenter des gens qui veulent juste être au pouvoir ou en découdre avec leur ennemi juré, indépendamment de tout programme constructif. Avec le risque supplémentaire que l'algorithme de Google ne vous fasse plus voir que des nouvelles de ce genre, appuyant votre certitude que ceux qui les écrivent sont vraiment trop forts. Et il n'est pas loin le temps où vous les prendrez pour des gourous et leurs paroles pour évangile. Le but n'est certainement pas de vous informer, car l'information demande nuance, patience et analyse, mais de titiller la partie de votre cerveau qui vous rend curieux de savoir pourquoi cette fille sur la photo a fait un truc qui paraît dingue alors qu'elle ne savait pas qu'il y avait des caméras. Et plus on en regarde, plus il y en a. On doit en bouffer, disait Coluche, parce qu'ils nous en vendent. Si seulement parmi les amateurs de fake news qui me regardent, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, parce que c'est un exercice difficile que de séparer le bon grain de l'ivraie de façon systématique. Si seulement parmi eux, il pouvait y en avoir d'assez malins pour simplement lire ce livre, je suis certain que le monde s'en porterait mieux. Parce qu'une fake news, en soi, ce n'est pas grave. Parfois, c'est même drôle. Mais lorsque des gens qu'on apprécie pourtant pour leur intelligence sombrent dans le complotisme le plus intransigeant parce qu'ils n'ont plus que des fake news à se mettre sous la dent, eh bien ça éclate des familles, ça nourrit des sectes, ça fait mourir du cancer, ça ligue les hommes contre les femmes et ça fait croire que Trump est un démocrate, que l'histoire de France version Zemmour est la seule qui vaille et que depuis que nous sommes vaccinés, on a des fourchettes qui se collent toutes seules sur nos bras. D'ailleurs, le chapitre que je vais vous lire
est édifiant en ce sens. Inutile de vous faire des précautions oratoires sans fin, il parle de lui-même. Juste vous dire que les auteurs du livre génial que voici sont aussi les créateurs de la plateforme Spicy que voilà, et dont le lien est en description. La fabrique de l'opinion. Cette année-là, à l'occasion des élections européennes, nous avons imaginé une investigation journalistique et numérique hors norme. Un documentaire produit pour la plateforme en ligne Spicy. Nous cherchions à savoir si les algorithmes de la plateforme Facebook avaient un impact sur la fabrication de nos opinions politiques et donc, in fine, sur nos choix électoraux. Afin de mener à bien cette expérience, nous avons travaillé conjointement avec des spécialistes du web, de la politique, de la psychologie cognitive, des data analyses, mais aussi des étudiants en journalisme de l'école Sciences Po Paris. L'idée était la suivante: créer sur Facebook de faux profils et suivre leur évolution durant la campagne électorale européenne. Ainsi, chacun devait faire des choix de pages culturelles, sportifs, loisirs ou voyages auxquels s'abonner sur le réseau. Parallèlement, chaque infiltré devait aussi afficher sa préférence pour des pages et des médias épousant ses convictions politiques supposées. Pas de trolls ni de personnes encartées donc, l'objectif étant d'observer ce que Facebook et ses algorithmes allaient nous montrer spontanément de la campagne et non pas étudier les comportements militants en ligne. Nous avons donc ainsi créé un profil Gilets jaunes, un Insoumis, un Rassemblement national, un LREM, un LR et un PS Génération. Chacun de ces profils fictifs était confié à un étudiant ou une étudiante journaliste de Sciences Po. Leur mission était de le faire vivre et d'observer ce qui arrivait sur son fil d'actu ou dans ses suggestions de mise en relation. Une des conditions posées était que les étudiants ne soient pas trop proactifs dans leur démarche sur le réseau, pour se laisser au contraire happer par la machine. Pour avoir une vision de ce que les profils voyaient passer sur leur fil, les étudiants devaient chaque jour répertorier les 10 premiers posts qui s'affichaient sur leur fil d'actualité. Un travail de fourmi dans lequel se sont plongés nos enquêteurs. Au bout de 3 mois, le constat s'est avéré sans appel. Aucun des 6 profils n'avait vu passer les mêmes publications. Pas un seul contenu commun aux 6 comptes. L'immense majorité, plus de 1960 posts, n'était apparu que sur un seul de nos faux comptes, confirmant l'intuition que chacun de nos profils se trouvait dans une bulle isolante. En quelques semaines à peine, les algorithmes de Facebook avaient donc construit autour de nos profils 6 réalités parallèles, souvent alternatives, voire contradictoires avec les autres. Pour nous, une première évidence était en train de s'imposer. Facebook nous enferme dans des sphères sociales et informationnelles qui correspondent peu ou prou à notre inclinaison socio-culturelle et idéologique, épousant notre vision du monde et la majeure partie de nos préjugés. Le danger, c'est que nous n'avons aucune raison de nous en méfier a priori. Le réseau joue sur l'une des principales failles de l'esprit humain. Combien d'efforts et de recul sont nécessaires pour parvenir à se détourner de ce que nous avons envie de croire? Un événement allait brusquement venir bouleverser la campagne des européennes et nous montrer à quel point ces algorithmes jouent un rôle pervers, modifiant notre perception de l'actualité. Le 15 avril 2019, en fin d'après-midi, une épaisse fumée noire s'élève au centre de Paris. Elle émane de la cathédrale Notre-Dame, en proie aux flammes. L'événement prend une ampleur mondiale. L'émotion est immense. Sur les profils de nos infiltrés, les algorithmes commencent à orienter la lecture de cette actualité, construisant une réalité différente pour chacun d'entre eux. Ainsi, sur le fil Facebook du profil LR, on pleure le sort des chrétiens et de leur église. Sur le profil LREM, on accuse rapidement les gilets jaunes d'être responsables de l'incendie. Sur les profils gilets jaunes, on voit au contraire la main de Macron qui cherche à détourner l'opinion du mouvement. Sur le profil Rassemblement national, on accuse les musulmans et l'on dénonce un acte terroriste. Sur le profil Insoumis, on critique les milliardaires qui débloquent des fonds pour sauver la cathédrale alors qu'ils refusent de payer leurs impôts et pratiquent l'évasion fiscale. Finalement, seul le profil PS Génération reste assez étranger à ce qui se passe. Cet épisode va ainsi nous montrer en temps réel la mécanique implacable de l'enfermement social et informationnel dans lequel nous pousse Facebook. Les choix initiaux et personnels de nos infiltrés ont été systématiquement amplifiés. Leur logique est assez simple. Nous mettre uniquement en relation avec des gens qui nous ressemblent et finalement qui pensent comme nous.
Ne nous montrer que ce que nous avons envie de voir, laissant toute contradiction de côté et surtout utiliser ce qui nous fait réagir, ce qui nous émeut et nous met en colère comme carburant de notre engagement, aux dépens de toute tentative de réflexion et de nuance. Voilà comment, sous nos yeux, 6 jeunes Français et Françaises qui ont le même âge et qui vivent dans la même ville vont se voir proposer par les algorithmes de Facebook 6 versions distinctes, contradictoires d'une même réalité. Revenons pourtant à nos fake news. Elles sont absolument partout. On est tellement adepte des réseaux sociaux qu'on en avale comme peu de moutons mâchouillent leur pitance du matin, sans réfléchir. Je vais vous donner quelques exemples. Au mois de juillet dernier, revenant avec une amie d'une randonnée d'une centaine de kilomètres dans un merveilleux paysage belge, je savourais de ne plus marcher à l'arrière d'un van qui, lui, roulait bon train. Le chauffeur me confia alors qu'il adorait les années 70 au niveau musical et s'excusa par avance de ce qu'allait cracher sa radio durant tout le parcours. Et effectivement, je n'eus droit qu'à des sons dansants des années 80. C'est vraiment chouette les années 70. Soudain, alors que j'en étais à me dire que oui, décidément, les années 80 c'était mieux avant, il y eut une chanson carrément des années 2012, par là, le fameux tube coréen Gangnam Style de Psy. Voulant étaler ma science, je fis remarquer aux 3 autres usagers qui peuplaient l'habitacle que le clip de cette chanson était le premier à avoir dépassé la barre du milliard de vues sur YouTube. La femme du chauffeur, une quinquagénaire imbibée d'alcool, au point qu'on aurait dit la compresse qui ornait l'une des nombreuses cloches à mes pieds à ce moment-là, la femme du chauffeur, donc, annonça à l'assemblée médusée, faisant fi du bon emploi du subjonctif, « Oui, et c'est dommage qu'il soit mort, hein. Il n'a pas supporté le succès, il s'est suicidé. » Moue catastrophé de tout le monde, y compris de moi, face à cette funeste nouvelle. Je savais que beaucoup de gens s'étaient sans doute donné la mort à force d'entendre ce titre asiatique, lui-même mortel, mais je n'avais pas eu écho du décès de son créateur. Dans ma tête, sans en faire profiter tout le monde cette fois, je me dis que l'argent ne fait décidément pas le bonheur et qu'on en avait encore la preuve aujourd'hui. Enfin, ce jour-là. Les autres voyageurs semblèrent observer une minute de silence, peuplée elle aussi de pensées de ce genre. Il y a un peu plus d'1 an, toujours dans une voiture, je revenais de la côte, toujours belge, en compagnie d'une femme avec qui je venais de passer un week-end plutôt chaud, mais qui allait faire long feu. La conversation, je ne sais plus comment, bifurqua sur la téléphonie. On a les conversations qu'on mérite à la fin d'une historiette qu'on avait pu prendre à un moment pour une grande histoire. Moi qui suis plutôt en admiration devant les avancées technologiques, parce que j'adore Star Trek, je fis part de mon opinion concernant la 5G. La main sur sa cuisse, l'œil sur l'horizon, je montrais une certaine excitation à l'idée d'avoir un jour en main un engin capable d'aller vite en besogne, mais sans hypothéquer pour autant le plaisir du découvreur d'espace vierge que je suis. N'étant pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ma dulcinée du moment indiqua que j'avais tort de considérer la 5G comme la panacée, ce que je ne faisais de toute façon pas, et qu'elle avait lu un article récemment qui montrait les dégâts de cette technologie sur la nature, et particulièrement sur les oiseaux qui mouraient par centaines en Allemagne et en France suite aux premiers tests de la 5G. Elle avait même vu une photo de ces fameux oiseaux morts à cause de notre inconséquence. Au début du premier confinement, vers la fin mars 2020, l'une de mes filles apporta une bien terrible nouvelle. Elle avait une amie dont le père d'un copain travaillait au gouvernement belge. De source sûre, elle savait donc que dans les 15 jours qui allaient suivre, grand maximum, ce même gouvernement allait décréter la fermeture de tous les commerces, y compris d'alimentation. Qu'il ne disait encore rien pour ne pas créer la panique et qu'on allait devoir nous débrouiller seuls pour nous trouver à manger. Comme elle n'était pas la seule à colporter la nouvelle sur les réseaux sociaux ou ailleurs, un petit mouvement de panique s'empara tout de même de la population avec les résultats que l'on sait en matière de pâtes et de papier cul. Le point commun entre toutes ces histoires authentiques, vous l'avez deviné, c'est qu'elles reposent sur au moins une fake news. Car dans le fameux van qui me ramenait de ma randonnée, j'ai finalement ouvert Google, soudain pris d'un doute. Pendant que les cris catastrophés fusaient à l'idée du trépas de ce grand artiste d'1,50 m. Et j'ai vérifié cette information. Eh bien, je rassure tous ces fans, ce psy n'est pas mort. Il se porte même plutôt bien, puisque désormais, il produit de la K-pop tout ce qu'il y a de plus génial et s'en trouve heureux. Il y a un peu plus d'1 an, revenant de la côte belge, je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai cherché la photo de ces oiseaux morts.
Je l'ai bien évidemment retrouvé, d'autant que la femme avec qui j'étais, lorsque je lui ai montré la photo, sans lui dire pour l'instant la substance réelle de ma découverte, a bondi de son siège en criant « Oui, voilà, c'est cette photo-là, tu vois que j'ai raison ». Le problème est que non, elle n'avait pas raison. Il s'agissait d'une photo d'oiseau mort, certes, mais au Mexique, changement de faciès chez la belle toute relative. Elle revint alors sur sa décision. Non, ce n'est pas cette photo-là, c'est une autre. Et je pense même que c'était une vidéo. Je décidai alors de chercher la vidéo, que je trouvais assez rapidement, accompagnée d'un commentaire au vocodeur expliquant les méfaits de la 5G sur de pauvres grives d'un parc hollandais. Pour passer la nuit, mais beaucoup d'oiseaux ne se réveillent pas le matin et ils tombent morts des branches. J'ai le sentiment d'être sur une scène de crime. Le fait que tant d'oiseaux tombent du ciel à cet endroit doit avoir une cause et doit faire l'objet d'une enquête. Oui, voilà, cette fois-ci c'est la bonne. C'est ça que j'ai vu. C'est triste, mais en 2 temps 3 mouvements, je lui retrouvai la véritable vidéo où il était expliqué, en flamand, que les oiseaux du parc dans lequel ils avaient été retrouvés avaient été empoisonnés, comme d'ailleurs plusieurs petits mammifères au même moment. Ma dulcinée a préféré afficher sa moue bougonne que d'accepter tout simplement avoir préjugé d'un événement, ce qui en soi n'est pas grave du tout. Avec un autre comportement, j'aurais sans doute remonté ma main et nous nous serions réconciliés à même la banquette arrière. Il n'y avait personne aux alentours. Au lieu de ça, comme tous les êtres humains de la création, comme les oiseaux, le reste du voyage fut mortel. Quand ma fille, celle qui avait colporté la terrible nouvelle d'un lock-out complet dans les 15 jours, elle laissa couler 2 semaines, le temps de se rendre compte qu'on l'avait menée en bateau. Je vous recommande vivement ce livre. Il se lit facilement et nous en apprend sur nous-mêmes. Nous sommes tous des victimes des fake news et si vous pensez que vous pas, c'est que vous l'êtes encore plus que nous. Tout le monde, tous les jours, se rend coupable de la transmission de fausses nouvelles et en reçoit auquel il croit dur comme fer. On ne vérifie pas tout, loin s'en faut. Il suffit qu'une autorité nous dise un truc, que ce soit notre patron, notre conjoint, notre mère ou un docteur. On ne voit pas pourquoi on devrait mettre sa parole en doute. Pourtant, ces gens-là sont peut-être à leur tour victimes de ces fake news. Peut-être qu'ils ont aussi tellement cliqué sur des sujets putaclic qu'ils en sont devenus les sujets, voire les esclaves. Ce livre explique non seulement comment déjouer les pièges de la fake news, plutôt en fin de bouquin, mais aussi il dresse l'inventaire des rouages de l'intox. Lisez-le, vraiment, vous ne le regretterez pas. Le lien pour vous l'offrir est en description. Cela dit, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous. Je dois absolument régler ma facture Facebook, puisque vous le savez sans doute, ça devient payant à partir de demain. À bientôt.